Il est quand même curieux, Céline, je te salue en passant. Salut Je, Stéphane. je lance tout de suite le sujet parce que je pense que ça va toucher pas mal de gens qui nous regardent et qui nous écoutent. Il est curieux de voir à quel point parfois on fait confiance un peu à n'importe qui. C'est-à-dire que on va voir quelqu'un qui a un certain pouvoir, semble-t-il, qui Ah. nous est référé, qui a une énergie, qui réussit à soit nous guérir, soit nous aider ou peu importe. Mais c'est plutôt rare, du moins dans mon expérience, dans mon entourage, qu'on va prendre des références et qu'on va aussi analyser le CV de la personne. Euh, pensant J'ai que, envie oui, je de te laisse rebondir. aller. Déjà, j'ai envie de rebondir sur la première chose que tu dis, c'est-à-dire on a tendance à faire confiance à des personnes. Et déjà, je commencerai par là, parce que c'est vrai que j'observe et on le vit probablement, on est nombreux à le vivre en tout cas, à un moment donné, à se poser des questions existentielles, puis à chercher des personnes qui savent mieux que nous. Oui, Et on a aussi, tendance, en effet, à faire confiance à ces personnes qui ont une expérience qu'on n'aurait pas. tu sais, chez l'humain, il y a quelque chose qui est fascinant. Le magicien, celui qui a des Mhm. pouvoirs, le super-héros. Eh Est-ce oui. que quelqu'un, ah oui, lui, il est branché. Lui, il a un pouvoir. Il a une énergie spéciale. Et Mhm. on va le consulter parce qu'il est référé par une amie qui l'a consulté, etc., etc., etc. Et Ce c'est que, vrai que ça peut nous amener à plein de choses, de prises de conscience qui sont extrêmement intéressantes. oui, exactement. Et parfois, on va consulter aussi des médiums, des gens qui vont prédire notre avenir, qui vont nous dire, voici, alors prends telle décision, fais tel truc, tu devrais te séparer ou tu devrais demeurer en relation. C'est comme si on donnait son pouvoir à quelqu'un d'autre. C'est exactement. C'est pas comme si on donnait, c'est qu'on le donne à quelqu'un d'autre. Mais ça montre quelque chose d'extrêmement important, c'est qu'on a perdu cette confiance dans nos propres pouvoirs, en fait. Donc, on va chercher chez l'autre des réponses et on voit aussi que finalement, il y a un certain profil de personnes qui vont voir je sais pas, chamans, médiums ou autres. C'est des gens qui sont en recherche. Attention, je suis pas en train de dire qu'ils sont moins quelque chose que d'autres, mais souvent, c'est des gens qui sont quand même en recherche, en fait, avec une ouverture d'esprit, c'est sûr, mais qui peut-être ont perdu cette confiance dans leur guidance intérieure. Quel conseil donnerais-tu? Parce qu'après, je vais te demander de nous raconter un peu ton expérience parce que tu as tout un cheminement et d'ailleurs, tu enseignes ce qu'on appelle les urgences spirituelles à l'intérieur de la formation de thérapeute States. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui nous regardent, qui nous écoutent? Alors déjà, je m'adresse principalement aux personnes qui vont voir des médiums, des chamans et qui sont dans cette voie spirituelle. Je trouve que c'est un cheminement intérieur qui est magique, qui est très beau. Et finalement, le but de ce cheminement intérieur, c'est de se retrouver soi et de bien garder ça en tête. C'est que quelles que soient les réponses qu'on va vous amener, ce sont des pistes, mais ça ne doit pas être pris comme argent comptant. Ça ne doit pas être pris forcément si vous allez voir une médium qui vous dit, qui vous prédit des choses d'ailleurs positives ou pas positives, hein, de se dire c'est ça qui va se passer. Moi, je suis assez convaincue que voilà, il y a un futur, je devrais dire, il y a des futurs potentiels. Celui que la personne va vous indiquer, c'est si la personne est douée dans ce qu'elle fait, si elle a des dons, elle peut en effet se connecter avec le futur le plus probable avec lequel vous êtes aligné maintenant dans le présent. Ça ne veut pas dire que c'est une fatalité, qu'il n'y a que ça qui peut se passer. Donc, même si c'est quelque chose de positif, si on se repose sur nos lauriers, qu'on se dit de toute façon tout va bien se passer, c'est possible que vous soyez déçus au bout du compte. Et inversement, si on vous prédit quelque chose d'extrêmement catastrophique, vous avez encore tout le pouvoir de changer ça. Donc, ça, je ne suis pas en train de remettre en question les messages qui peuvent nous être amenés par des personnes qui ont des qualités spirituelles ou médiumnique. Par contre, c'est vrai que je mettrai en garde les gens pour vraiment toujours se faire confiance à eux-mêmes en premier et retrouver cette confiance, si c'est pour ça, si c'est ce qui les amène à consulter. Et en ce qui concerne les techniques d'énergie qui permettent aux gens peut-être de se guérir, de se transformer, on a vu dans l'actualité des histoires d'horreur, là, des gens qui sont décédés parce qu'on leur conseillait ceci ou cela. Il faut encore là être très, très prudent.
Alors, c'est vrai que là, je pourrais parler maintenant un petit peu des personnes que j'ai pu rencontrer dans mon parcours personnel, spirituel. J'ai rencontré des personnes extraordinaires, j'ai rencontré des gens qui m'ont initié, qui m'ont ouvert à cette dimension en fait invisible et qui peut paraître magique. Et c'est ce qui m'a amené sur la voie des Peak States en fait, hein. Mais dans ces personnes, même si elles sont très bien intentionnées, certaines d'entre elles, en fait, bien sûr, se nourrissent en fait du pouvoir qu'elles exercent sur l'autre. Donc très souvent, il y a un besoin d'aider, un besoin d'être le sauveur, un besoin d'être le guide. Et bien sûr, les personnes qui vont le consulter continuent d'alimenter ça, en fait. Et une fois de plus, je ne suis pas en train de dire que ces personnes-là sont mal intentionnées, mais par contre, c'est leur manière d'interagir avec l'autre. Et voilà, tu allais dire quelque chose. Oui, j'allais dire, et il y a des risques, hein, il y a des risques. Moi, je dis souvent, est-ce qu'on confierait une opération, une importante opération à quelqu'un qui a déjà expérimenté, qui a un certain confort ou une certaine confiance ou connaissance de l'anatomie? La réponse est sans doute non pour tout le monde. On va consulter un chirurgien, un spécialiste. Et dans ce domaine, j'aurais tendance à avoir la même réflexion. Mhm. Mhm. Alors, sauf que c'est un peu plus compliqué parce qu'entre guillemets, il n'y a pas d'académie des sciences parallèles. Voilà. Il n'y a pas forcément de moyen de juger la personne. Souvent, ça se fait du bouche à oreille. Et puis pourtant, il y a des gens qui ont une extrêmement bonne réputation, mais pour autant, ils vont quand même travailler avec ce pouvoir qu'ils exercent sur l'autre. Et d'ailleurs, pour avoir étudié ça de près, en tant que scientifique, une fois de plus, j'avais le sentiment que très souvent, dans la plupart des cas, ce qui se passait, c'était beaucoup que le guérisseur en fait est capable comme d'allumer le pouvoir d'auto-guérison du patient. Donc, par la confiance que le patient donne ou met dans le guérisseur, juste ça, c'est déjà énorme, hein, mais juste cette confiance qu'il peut guérir ou que cette personne-là va le guérir, déjà, il y a 90%, 90% du travail qui est fait. Mais ça peut aussi réveiller des traumas. Tu as sans doute rencontré des gens, et plus que moi, j'ai vu deux personnes vraiment perturbées, qui ont de la difficulté à s'endormir, qui ressentent une énergie, qui ne sont pas bien et qui ont consulté plein de gens, semble-t-il, très compétents et réputés, qui travaillent Mm. avec soit l'énergie ou Mm. toutes sortes de Mm. techniques alternatives. Alors, une fois de plus, en fonction du problème que la personne présente, ça peut l'aider, ça peut empirer son cas ou même ça peut déclencher quelque chose qui n'était pas activé. Là, tu parles par exemple de ce que nous, on appelle les problèmes de Kundalini, en fait, parce que souvent ces problèmes d'insomnie sont en lien avec l'éveil de la Kundalini. Alors, certains le recherchent. Pour beaucoup, c'est quelque chose d'extrêmement positif de réveiller sa Kundalini, mais on voit que ça s'accompagne de tout un tas d'autres problématiques d'adaptation et ça peut même aller jusqu'à des gros problèmes physiques avec des douleurs dans le dos, avec des problèmes d'insomnie et certaines personnes deviennent même complètement incapables de dormir et comme si elles étaient complètement électriques et les personnes autour le sentent. Donc là c'est des cas extrêmes. Mais voilà, une fois de plus, certaines personnes vont consulter parce qu'elles cherchent une réponse. D'autres personnes consultent par curiosité. Et dans les deux cas, soit ça peut vous amener plein de choses positives, et dans ce cas-là, magnifique. Et dans les deux cas, ça peut aussi déclencher ou aggraver le problème que vous avez ou en déclencher un que vous n'auriez pas à la base. Alors, ce qui est particulier dans ton cas, c'est que tu es docteur en neurosciences, thérapeute Peak States, mais tu as aussi toute une expérience en spiritualité. Tu as rencontré des chamans, tu as fait des Mhm. méditations, tu as voyagé. Je pense que tu as été en Inde pendant un Mhm. certain temps. Plusieurs fois. Alors, Mhm. est-ce que tu peux nous résumer un peu ce qui t'a amené à expérimenter tout ça et qu'est-ce que tu en retires? Alors, je vais essayer de faire assez court, mais c'est vrai que j'ai terminé mon doctorat en 2008 avec, depuis très jeune, ces questions sur l'âme, la vie, la mort. J'ai été, on va dire, en contact avec la mort et la maladie très jeune dans mon entourage. Donc, forcément, ces questions m'ont toujours habité. Et puis, vers 12, 13 ans, j'ai fait des expériences de spiritisme qui m'ont marquée parce qu'elles m'ont montré que quelque chose se passait et que je n'étais pas capable d'expliquer quoi. Et après ça, j'ai continué donc ce cheminement. Et puis, bon, pendant toutes mes années d'études scientifiques, j'ai mis ces questions existentielles de côté.
Et elles sont revenues malgré moi, j'ai envie de dire, parce que j'ai étudié la science, j'ai étudié les neurosciences et j'avais l'impression d'être comme à la limite de ce que l'on comprenait aujourd'hui scientifiquement. Et cette limite était finalement assez restreinte, un peu trop restreinte à mon goût. Et du coup, j'ai commencé par hasard, j'ai envie de dire, c'est un hasard qui n'existe pas vraiment probablement, mais en tout cas, j'ai rencontré des personnes qui m'ont fait découvrir l'hypnose, qui m'ont fait découvrir la psychiatrie, puisque j'ai travaillé en psychiatrie alors qu'à la base, je n'ai pas une formation pour être psychologue, psychiatre ou autre. Moi, j'ai travaillé en tant que stagiaire, éducatrice et psychologue dans une institution, dans une maison de jour. Et là, ça m'a permis aussi d'aller plus loin dans ces problématiques de la psyché, dans les traumatismes et comment ça va influer, marquer la personne jusqu'à l'amener dans des troubles psychiatriques, en fait, dans laquelle la personne peut être en contact avec des entités, avec des hallucinations, mais qui sont complètement réelles pour la personne. Donc là, ça m'a permis vraiment d'aller explorer ce monde de l'invisible avec la part de pathologie, mais finalement aussi en parallèle, j'ai commencé à méditer, j'ai commencé à m'initier aux soins énergétiques, j'ai commencé le chamanisme. Et du coup, j'essayais de mettre ensemble les différentes pièces du puzzle en fait pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau que la science n'est pas encore capable de comprendre, parce que je faisais je voyais des points communs en fait entre la méditation chez une personne saine, l'expérience sous drogue, d'autres personnes qui pouvaient m'avoir raconté leur expérience, et l'expérience du trouble psychique en termes d'hallucination et de distorsion de la réalité. Et je voyais des points communs entre tout ça. Donc, c'est comme s'il y avait un gradient. Et en tout cas, pour moi, c'était vraiment la recherche de comprendre qu'est-ce qui dysfonctionne et comment est-ce qu'on peut ramener la personne dans la réalité. Mais pour ça, il faut prendre en compte cette part invisible de ce qu'on perçoit, de ce qu'on vit, de ce qu'on est capable de capter de notre environnement, en fait. Donc voilà, il y a eu tout un cheminement comme ça qui a duré des années, dans lequel, en effet, je suis partie en Inde quelques années après. Là, j'ai été aussi initiée à d'autres techniques de yoga. Bon, moi, j'ai toujours pratiqué le yoga, en fait, depuis très, très jeune. J'étais très attirée par ça. C'est quelque chose qui est presque inné, en fait, pour moi. Et la méditation aussi. Et du coup, je suis allée en Inde pour vraiment approfondir ça. Et petit à petit, ben voilà, j'ai commencé à travailler avec des personnes pour essayer aussi de les initier, de les guider, et puis surtout de comprendre, en fait. Pour moi, le but, ça a toujours été ça. Ça a été de comprendre qu'est-ce qui se passe, c'est quoi l'expérience de la personne, et puis bah, mettre une explication scientifique là derrière. Donc, j'avais commencé, on va dire, à mettre ensemble ce puzzle quand j'ai découvert le modèle d'Epic States. Et là, je dois dire que c'est comme si le puzzle avait fait d'un seul coup. Alors, il est devenu beaucoup plus grand encore que ce que j'avais pu imaginer et comprendre, et surtout beaucoup plus complet. Et voilà, donc c'est pour ça que, en effet, les urgences spirituelles et ce qui peut se passer dans ce cheminement où on va chercher à l'intérieur de soi à contacter notre inconscient, à contacter cette dimension invisible, à se poser ces questions existentielles. Sur ce cheminement, en fait, le long de ce cheminement, il peut se passer beaucoup de choses qui peuvent faire extrêmement peur. Donc, j'ai eu aussi ce genre d'expérience. Pas trop, j'ai eu de la chance. Les choses se sont plutôt passées de manière graduelle et puis assez bien intégrée parce que j'ai cet ancrage, je pense, dans la réalité. Donc, à chaque fois, ça me permettait de garder complètement les pieds sur terre, tout en ayant l'ouverture d'esprit qui me permettait de faire les expériences. Mais c'est vrai que, voilà, avec l'Epic State, ça m'a permis d'avoir ouais, une image complète. Et je me permets d'expliquer aux gens ou de rappeler que derrière chaque technique qu'on utilise avec Peak States, on explique la biologie derrière. C'est Donc, ça. c'est pour cette raison que c'est beaucoup plus, je dirais, rassurant. On sait exactement ce qu'on fait. Ce n'est pas quelque chose qu'on utilise au hasard, qui fonctionne dans la majorité des cas et qu'on continue à expérimenter. Et je dirais aussi aux gens, par exemple, peut-être qu'il y en a plusieurs parmi vous qui prennent le temps chaque jour de méditer, ce qui est bien en soi parce que ce qui permet de se recentrer. Mais portez juste une attention particulière. Est-ce que votre conscience va à l'extérieur? Est-ce que lorsque vous méditez, c'est comme si vous sortiez de votre corps et que vous planiez quelque part? Alors, c'est de se ramener à l'intérieur de son corps. C'est ça qui est important. Et d'observer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous
pour éviter justement de vivre ce qu'on appelle la dissociation? Mmh. Alors, 2 choses importantes. C'est vrai qu'en effet, comme notre modèle repose sur la biologie, ben, pour moi, c'est ce qui m'a parlé le plus puisque c'était ça que j'essayais de comprendre par rapport au traumatisme, à l'épigénétique et à nos comportements. Donc ça, l'Epic State l'ont très, très, très bien compris et détaillé. Et l'autre point, c'est tu parles de la méditation et c'est vrai que bah, moi qui méditais énormément, j'ai été initiée au Kriya Yoga, entre autres, donc ça faisait partie de mes pratiques, mais j'ai aussi pratiqué différentes méditations bouddhistes et autres, différents maîtres hindous, différents chamans. Et c'est vrai que, on va dire, j'étais capable d'être dans une méditation instantanée dès que je fermais les yeux. J'avais l'impression d'être dans ce calme, dans cet espace extrêmement agréable. Et je me suis rendu compte, quand j'ai démarré avec les Peak States, que, en effet, j'étais pas dans mon corps. Et c'était assez difficile pour moi les premières séances finalement d'à chaque fois de revenir dans le corps et d'aller expérimenter les choses qu'on essaye entre guillemets de fuir avec la méditation. Et c'était difficile pour moi de recalibrer aussi tout ce que j'avais fait dans ce cheminement spirituel qui était pour moi positif et pour faire ce chemin vers l'éveil quelque part. Hein. Et puis là, ça a changé un petit peu, enfin beaucoup même, mon paradigme de compréhension de ce que j'avais vécu et de ce que j'expérimentais. En conclusion, si on avait quelques recommandations à donner aux gens, ce serait lesquelles? Bon, un top 3, par exemple, des recommandations les plus importantes. La première, Si je devais les classer, alors qu'est-ce que je dirais? La première, c'est de rester ancré dans la réalité. Parce que c'est souvent ce qu'on observe avec, une fois de plus, différents gradients, mais ça peut aller jusqu'à voilà, cette croyance que tout est parfait, même quand on vit des choses terribles. Alors ça fait du bien de se dire tout est parfait. c'est C'est mon vrai. karma, c'est normal que je vive ça, c'est mon karma. Ça aussi, c'est une croyance qu'on entend assez souvent. Ouais. Alors qu'en fait, de ce que j'ai pu expérimenter par la suite avec les Peak States, c'est que plus on guérit nos traumas, moins ce qu'on va vivre va être douloureux. Et à chaque fois qu'on vit quelque chose de douloureux, c'est parce qu'en effet, on manifeste quelque chose dans notre vie qui est en résonance avec ce qui est à l'intérieur. Mais tant qu'on n'a pas trouvé ce qui est à l'intérieur qui fait qu'on manifeste ça, ou tant qu'on se dit, bah, c'est OK, ça fait partie de mon cheminement, ce qui est vrai, mais par contre, s'atteler aux causes, ça permet de ne pas le reproduire. Donc voilà, garder une vision, je dirais, ancrée, concrète, réaliste de ce qu'on vit et des causes de ce qu'on vit. Oui, c'est ça, c'est que plus on se nettoie, plus ça devient, comme tu le disais, plus facile, comme le chemin s'éclaircit. On entend aussi, ah, la vie me donne ce qu'il y a de meilleur pour moi, la vie est bonne pour moi. C'est Mmh. comme si encore là, on donnait le pouvoir à quelque chose d'extérieur. C'est ça. Alors mon deuxième message, ce serait celui-là, ce serait retrouver votre propre pouvoir. Donc c'est un petit peu avec ça qu'on a démarré cette capsule aujourd'hui. C'est-à-dire que très souvent, on va voir d'autres personnes parce qu'on pense qu'elles savent mieux que nous. Et puis finalement, une fois de plus, quand on travaille sur les causes et comment on se sent, nous, et notre responsabilité, parce qu'en fait, elle est lourde, la responsabilité qu'on a de nos vies. Donc ça peut faire peur. Donc on peut avoir envie, en effet, de la donner à quelqu'un d'autre ou de s'en remettre à quelqu'un d'autre pour nous guider parce que c'est plus facile finalement. Hein. Donc reprenez votre pouvoir et ayez toujours ça en tête, cet objectif. Bien sûr que des gens peuvent nous guider, heureusement, parce qu'on ne peut pas faire tout le travail tout seul non plus. Hein. Donc c'est bien d'avoir des guides, d'avoir des lectures, mais de garder toujours conservé et ça, ça doit être votre signal d'alerte, c'est-à-dire qu'au moment où vous vous rendez compte que l'autre est en train d'avoir une trop grande emprise sur vous, et puis vous allez toujours vous poser la question, mais qu'est-ce qu'un tel penserait, qu'est-ce qu'il ferait, qu'est-ce qu'il me dirait de faire? Revenez sur vous. Et la troisième recommandation, Et la troisième recommandation, euh, j'avais une idée, je l'ai perdue. Tu parlais de sortir du corps. sortir du Et, corps, pouvoir sur soi, donc reprendre son propre pouvoir. et je ne sais plus. Alors, ça viendra peut-être. C'est ça. Je vous donnerai suite au prochain épisode. Ouais, c'est ça, exactement. La suite un peu plus tard. C'est un excellent, comme on dit en anglais, un excellent teaser. Euh,
Mais d'apprendre à être centré, être dans son corps, puis à observer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous dans les différentes expériences que l'on vit. Et rappelez-vous que la conclusion d'une technique Peak States, c'est le CPL, le calme, la paix, la légèreté que l'on ressent dans son corps. Et plus on est à l'écoute de soi, plus on est ancré dans son corps, plus on observe nos réactions. Et nos réactions sont des indicateurs de ce qu'on peut nettoyer en soi pour se sentir mieux, tout simplement. Et c'est là que ça devient intéressant parce que lorsque le nettoyage est fait, on ressent tout de suite un changement et ça amène aussi une interaction différente avec la vie et les gens. Mhm. Et c'est ça, c'est que chaque marche qu'on franchit doit nous permettre d'être plus fonctionnels et non l'inverse. Wow. Ça, c'est une excellente conclusion. Céline? Mhm. Merci Stéphane, à la Merci. semaine prochaine.